si vous voulez, quand Kant répond à cette question-là en 1784, en fait, il réfléchit sur un processus historique très long. Alors là, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas prendre de notes sur cette page-là. Simplement m'écouter. Je vous fais juste un topo historique pour vous montrer un peu comment les Lumières se sont développées au 18e siècle en Europe. D'abord, dans une première phase, ce qu'on appelle le courant des Lumières, qui est un courant très contestataire, s'est développé dans des courants clandestins. C'était comme des punks, si vous voulez, qui écrivaient des fanzines qui passaient sur le manteau, c'est-à-dire tout s'écrivait à la main et tout se passait littéralement de façon clandestine, parce que si vous vous faisiez prendre avec des manuscrits comme ceux-là entre les mains, vous étiez immédiatement mis au bûcher. Donc, le premier mouvement de liberté de pensée, il arrive à la fin du XVIIe siècle et il est entièrement clandestin. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces textes-là? On trouve des textes virulents. Par exemple, un texte qui s'appelle « Le traité des trois imposteurs », Moïse, Jésus, Mahomet. Donc, ça vous donne une idée. Et tout le texte, pendant 50 pages, c'est une violente diatribe contre les religions monothéistes. Donc, c'est des textes qu'on trouve dans cette période-là et qui commencent à dire, et le propos de ces textes-là, la plupart du temps, consiste à dire les religions sont des mensonges qui ont été inventés par des politiques pour contrôler ou pour dominer les populations. Donc, évidemment, vous comprenez que dans le contexte du 17e siècle, c'est très, très, très dangereux de véhiculer ce genre de pensée-là. Et donc, ce mouvement-là se passe de façon clandestine. On écrit des textes, on diffuse ça à nos amis, à nos proches. Peu à peu, par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette pensée-là, elle va commencer peu à peu à se propager de plus en plus dans l'espace public. Dans une deuxième période, les pouvoirs politiques vont commencer à comprendre que c'est bien beau de s'appuyer sur le pouvoir religieux, mais il y a quelque chose d'encore plus puissant qui est la science. Et donc, ils vont commencer à forger des académies et ils vont commencer à laisser les scientifiques faire quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. C'est-à-dire qu'ils vont laisser les scientifiques faire leurs recherches sans leur demander que ces recherches soient cautionnées par la religion. Ils vont, autrement dit, laisser la complète liberté d'expression et de parole aux scientifiques seulement. Ils vont les mettre dans des académies pour pas que ça dérange trop l'ordre public, mais ils vont leur dire, dans le fond, on se rend compte que c'est utile, les recherches scientifiques que vous faites. Et la période qui m'intéresse, qui est ce que j'ai appelé ici la phase 3, c'est la période dite de l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est quoi? Je vais y revenir un peu plus tard, mais l'intérêt de cette période-là, c'est que les gens qui vont naître vers 1715-1720 et qui vont donc arriver à maturité dans les années 1750 vont commencer à faire émerger un mouvement, une sorte d'explosion où la liberté de penser, ils vont s'en emparer et ils vont dire on ne peut pas réserver ça pour la clandestinité ni pour les académies, il faut mettre ça sur la place publique. Et ils vont commencer à écrire des textes qui vont publier, des textes très violents qui remettent en question l'autorité de la religion, l'autorité politique, etc., etc. Et peu après, dans une quatrième phase que j'aborderai pas aujourd'hui, on va voir de plus en plus le mouvement des Lumières se cristalliser dans la Révolution française et dans la formation d'institutions particulières, qui va mener à nos démocraties d'aujourd'hui.